Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, monsieur, encore une fois, bonsoir. Bienvenue à notre magazine Ça va causer. Nous recevons aujourd'hui monsieur Jean-Louis Tchimbalanga. Monsieur Jean-Louis Tchimbalanga est un économiste et essayiste. Il vit en Europe depuis de très nombreuses années. Et donc, il est de passage ici même à Montréal dans le but de présenter ses ouvrages. J'ai avec moi ici deux ouvrages déjà. Donc en fait qui mettent l'accent dans le fameux titre, et je dis bien fameux titre, et la vérité de la vérité des urnes de 2018 en RDC, en République démocratique du Congo, volume 4 et fin, il y a aussi le volume 3. Et ici, c'est marqué Félix Tshisekedi, élu président de la République démocratique du Congo, la Cinco et les médias internationaux mis en accusation devant l'histoire. Et ici, dans le volume 3, avant de lui donner la parole, dans le volume 3, toujours monsieur Jean-Louis Tchimbalanga, ici, c'est marqué de la création de la plateforme électorale Lamouka. Je pense que les Congolais connaissent, ainsi que les experts sur les questions congolaises. Donc, la Mouka à Genève, en passant par les campagnes électorales jusqu'à la proclamation des résultats provisoires 2018. Monsieur Jean-Louis Tchimbalanga, bonsoir. Bonsoir. Merci de votre présence à l'émission. Merci pour votre invitation. C'est un plaisir et un honneur de vous rencontrer. Merci beaucoup. Ça fait des années que l'on pouvait correspondre. Vous vivez en France, n'est-ce pas? Vous vivez en France, c'est ça? Exactement. Vous êtes où exactement? Je suis à Lyon. À Lyon même. Ouais. Et vous êtes là depuis. Pardon? Vous êtes, et en fait, je veux dire, vous êtes là depuis quand? Depuis de nombreuses années? Ça fait une vingtaine d'années quand même. 20 ans déjà. Ouais, un peu plus de 20 ans, ouais. Dites-moi, pourquoi publier des ouvrages qui mettent l'accent sur la vérité de la vérité des urnes en 2018? Pourquoi publier des gros ouvrages par rapport à cette question? Au fait, au départ, j'ai été très choqué. Choqué de? J'ai été très choqué par rapport à la manière avec les médias internationaux traitaient leurs informations sur la situation de la République démocratique du Congo à cette époque. Il est vrai qu'il y a eu des élections, mais ils ont voulu donner beaucoup plus l'accent sur la fausseté, c'est-à-dire que j'ai vu qu'on a voulu diaboliser le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors je me suis dit, mais tiens, le pauvre, il fallait quand même que quelqu'un puisse écrire. Mais d'après, pourquoi est-ce qu'on voulait le diaboliser? Quelles étaient, selon vous, les motivations? C'est inavoué. Il ne faut pas quand même que je puisse commencer à parler à leur place. Mais tout ce que je peux arriver à dire, c'est des faussetés qui étaient visiblement visibles, visiblement audibles. Et là, vous suivez ça de la France même, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que vous avez des chaînes comme TV5 Monde, France 24, excusez-moi de citer leur nom, bien sûr, certaines presses aussi, canadiennes, excusez-moi, et suisses. C'est-à-dire, on dirait que c'était convenu de manière à ce que nous puissions le diaboliser. Et l'intention était de créer l'émeute de manière à ce que les gens se révoltent. Et même la Cinco que je parle qui... La Cinco, on va le souligner, Cinco, c'est la conférence épiscopale, mais de la République démocratique du Congo. D'accord, ok. Parce que les conférences épiscopales, c'est partout au monde. Je ne dirais pas c'est les représentations du Vatican, mais c'est le groupe des évêques de chaque pays. Donc, en chaque pays, ils ont ce qu'on appelle leur conférence épiscopale. D'accord. Et ils prennent peut-être le nom par rapport... Chez nous, ça s'appelle la Cinco. Ce sont les évêques. Et leurs actions ou tout ce qu'ils ont à faire n'a rien à voir avec le Vatican. Donc, ils prennent eux-mêmes l'initiative, mais ils essaient de tromper les gens comme si l'Église catholique qui apprend tout ça, ils veulent prendre l'Église catholique aussi en otage, ce qui n'est pas une bonne chose. Alors, ce que j'avais remarqué, c'était la façon qu'ils ont voulu diaboliser le président de la République qui a élogiement gagné ces élections. Et d'ailleurs, dans le livre, je montre l'ancrage politique qu'il avait. Et même maintenant, quand on essaie de regarder avec celui qui était le président de la CENI, c'est-à-dire la commission électorale, qui devient aussi l'adversaire comme ça du président de la République. On va citer son nom, on parle ici de M. Nanga, c'est bien ça? On parle de Corneille Nanga. Corneille Nanga, d'accord. Oui. Alors aujourd'hui, il devient adversaire du président de la République. On se pose la question, même si les pourcentages qu'il avait donnés au président Félix Tshisekedi étaient vrais. On a même l'impression que c'était au-delà de ça et qu'ils ont diminué juste pour essayer d'équilibrer avec M. Martin Fayot. Monsieur Jean-Louis Tchimbalanga, on a commencé brutalement cette interview
Alors, je vais revenir en arrière. Qui est Jean-Louis Timbalanga? Qui êtes-vous? Modestement, c'est très difficile de parler de soi. Vous savez, c'est un exercice assez difficile. Des fois, on parle mal de soi, des fois, on essaie d'être vantard. Donc, je suis un simple citoyen, je peux dire, un économiste, comme vous l'avez souligné au départ. Je suis président d'un collectif qu'on appelle Convergence pour l'émergence du Congo. Je pense que vous avez vu lorsque nous sommes partis au tribunal contre la francophonie, justement à cette époque. Donc nous essayons de faire plusieurs actions qui ont trait à pouvoir parler de la République démocratique du Congo, vanter la République démocratique du Congo et défendre les Congolais. D'accord. Je vais revenir un petit peu là. Vous êtes établi en France, n'est-ce pas? Oui. Et c'est un mouvement quand même qui est né depuis, on parle de quelle année là? Ça fait plus de 15 ans que nous existons. 15 ans que vous existez. Et franchement, vous êtes là pour quoi? Pour les intérêts du Congo et des Congolais. D'accord. Et vous dites que vous avez, comment dirais-je, poursuivi la francophonie. Nous sommes partis au tribunal. Vous verrez ça sur le truc TV5. D'accord. Par rapport à quoi précisément? En fait, nous avons constaté qu'en 2012, comment on appelle, la francophonie a voulu à dessein aller se tenir le sommet à Kinshasa. En réalité, elle ne pouvait pas parce que la francophonie, nous l'avons vu, elle a délocalisé le sommet qui devait se tenir à Madagascar, tout simplement parce qu'il y a eu ce qu'on appelle le fraude électorale et tout ce que tu veux, donc qui n'entrait pas dans les principes de la francophonie. On a vu qu'il a notamment puni la Guinée, la Mauritanie. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo, où nous avons constaté, même l'Union européenne, la mission européenne d'observation, la mission d'observation de l'Union européenne, tout le monde, les centres carters, ont trouvé que les élections étaient pleines de fraude, de tricheries, de violations graves des droits de l'homme avant, pendant et après les élections. Alors on s'est dit, pourquoi le sommet de la francophonie peut aller se tenir dans un... Pourtant, il y a des clauses qui disent que lorsqu'on trouve que dans un pays, on a pris le pouvoir d'une manière anticonstitutionnelle, le sommet ne peut pas se tenir. Pourtant, le sommet a bel et bien eu lieu. Alors même le sommet a bel et bien eu, c'est-à-dire il y avait l'intention d'aller entériner une fraude. Donc, et vous nous avons interpellé plusieurs fois le secrétaire général, et à telle enseigne qu'ils ont même refusé de pouvoir nous contacter, même par téléphone, ils ont coupé les téléphones. J'ai dit, mais ok, la seule façon de le faire, c'était aller au tribunal. Et nous avons formulé nous sommes allés en référé, parce qu'il fallait une urgence quand même pour pouvoir essayer d'arrêter ce qui s'est passé là-bas. Vous savez, Henri, je vais vous dire une chose. Ce procès a deux décisions. La première décision, la deuxième décision, on nous appelle pour dire non, on refait encore, alors que nous avions déjà plaidé au fond. Et lorsque vous avez déjà plaidé au fond, vous ne pouvez pas revenir. Et on était obligé de revenir parce que la politique a joué. Et là, nous avons retrouvé, quand je suis arrivé, je trouve une procureure par là. J'ai dit, Madame la procureure, excusez-moi, mais on dit que nul ne plaide par procureur. Vous êtes là pourquoi? Ah non, parce qu'il y a trouble d'ordre public. Donc finalement, comment ça s'est terminé cette histoire? Bon, nous avons été déboutés parce que la politique a joué. Bon, j'ai été... Selon vous? Oui, disons, l'organisation dont je représente. C'était moi qui suis parti, bien sûr. Et bon, nous avons été appelés après par des instances pour essayer de nous calmer, tout ça. Et ben voilà. Et donc l'affaire est... Quand même, c'est pour une première fois qu'on puisse partir au tribunal avec une institution internationale. Nous avions trouvé qu'ils avaient des statuts. Et ces statuts pouvaient... On pouvait aller rester en justice. Voilà, c'est ce que nous avons essayé de faire. Dans vos deux ouvrages que vous présentez au grand public, lorsque je regarde certains éléments que j'ai pu rapidement lire, en fait, vous mentionnez ici un élément pertinent pour la compréhension même de la situation politique actuelle en République démocratique du Congo, l'histoire. L'histoire devient essentielle. L'histoire, la compréhension même du phénomène historique au Congo. Vous êtes remonté jusqu'où? En 60? Ou est-ce que vous êtes descendu à l'époque même
où Léopold II faisait sa petite recherche, allait chercher les hommes d'affaires américains, britanniques et autres pour réunir des sous. Est-ce que vous êtes descendu jusque-là ou est-ce que vous êtes vraiment allé beaucoup plus loin que ça? Eh bien, d'ailleurs, ça revient à la première question que vous m'avez posée. Moi, je voulais écrire d'abord des petits livres comme j'ai l'habitude d'écrire, parler de l'injustice qu'on avait contre le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais l'esprit me disait, écris sur ton pays, écris sur ton pays. Henri, je ne me rendais même pas compte que je pouvais écrire autant de livres. C'est-à-dire que les 4 volumes, celui qui a les 4 volumes à la connaissance de la République démocratique du Congo, l'histoire commence depuis 1885 dans mes écrits. Donc là, vraiment, vous partez à l'époque de la conférence de Berlin, n'est-ce pas? Je pars à la conférence, je pars même des coupures des mains parce qu'il y a un génocide qu'on ne parle pas souvent, le tout premier génocide, des 10 millions de morts, c'est des Congolais. On parle de quelle époque, là? Situons bien la population. Ça, c'est l'époque de l'État, on appelait, le pays, on l'appelait l'État indépendant. L'État indépendant du Congo, l'époque léopoldienne. Ça l'appartenait à lui personnellement. Léopold II. Et à l'époque, comme vous le dites, le caoutchouc était tellement envié et qu'il a fait travailler des gens qui n'arrivaient pas à avoir leur quota. Le caoutchouc, en fait, il venait de découvrir comment fabriquer les pneus. Et la matière première qui servait à la fabrication des pneus, eh bien, c'était bel et bien le caoutchouc. Eh bien, exactement. Et donc, Léopold II s'est fait de l'argent. Il s'est fait de l'argent. Aujourd'hui, avec le coltan, c'est la même chose. Exactement, sur les morts des Congolais. Et le coltan est très demandé pour la fabrication de tous les appareils électroniques. Sur les morts des Congolais, c'est toujours, excusez-moi le terme d'être un peu comme ça sur votre chaîne, mais la communauté occidentale. Parce qu'il y a aujourd'hui, nous pouvons travailler. Regardez, j'aime bien le Canada, quand on regarde l'esprit même que j'ai vu à l'Afro-Musée. Nous devons travailler en bonne intelligence ensemble. C'est fini cette époque où on devait toujours commencer à se présenter en conquistador. L'Africain est réveillé aujourd'hui. L'Africain d'hier n'écrivait pas, mais l'Africain d'aujourd'hui doit écrire pour léguer aux générations futures les repères. Est-ce qu'il est lu? Parce que moi, je suis Congolais comme vous. Mais j'aime bien critiquer. J'aime bien nous critiquer nous-mêmes avant de critiquer les autres. Oui, nous devons nous critiquer. Et parmi les critiques qu'on l'on se fait, et moi-même le premier, le Congolais ne lit pas beaucoup. Le Congolais, en fait, je dis même pas beaucoup, le Congolais ne lit pas. Il n'est pas intéressé à lire. La culture de la lecture, elle se perd partout, même en Occident. Même en Occident, elle se perd. Mais le problème est qu'elle garde quand même les valeurs. Qu'on le veuille ou non, on ne demande pas qu'à ce que tout le monde puisse s'adonner à la lecture, mais le peu qui s'adonnent à la lecture ont la connaissance de ce qui s'est passé. Et je voudrais, en tant qu'un des dépositaires de l'histoire de mon pays, mon passage sur la terre ne passe pas comme ça, sans que je puisse savoir léguer aux générations futures ce qui s'est passé. Dans 50 ans, 100 ans, les gens voudront savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé en 2018. Lorsque vous dites que c'est très important, comment dirais-je, les éléments historiques qui nous permettent même la compréhension des phénomènes politiques, économiques, en fait, dans ce pays. Moi, je vous emmène vers, en fait, l'autre terrain. Vous êtes Congolais, de la diaspora d'ailleurs, un véritable Congolais de la diaspora, un Français, qu'on le veuille ou non, vous l'êtes, mon cher. Vous ne pourrez jamais nier cela. On a remarqué une certaine... C'est mon pays d'accueil. C'est votre pays d'accueil. Hein? Et sincèrement, vous êtes Ils sont superbes. Les Français sont superbes. Malgré tout ce qu'on dit. Bon, malgré ça, c'est la politique. Hein. Ah ouais. Mais la France et les Français sont super, 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 super. Et un Français, quand il prend votre sujet pour vous défendre, il va jusqu'au bout. Je pense qu'au Canada aussi, je connais pas encore. C'est un peu la même chose. Mais les Français, je peux vous dire, ici, les gens sont très accueillants. Ah non. Ça, monsieur. En fait, c'est un peuple, quand ils vous défendent, ils vous défendent. On va revenir un petit peu à votre ouvrage comme tel. Lorsque vous dites que c'est très important pour la personne de posséder quand même certains éléments historiques, son histoire, avant de comprendre quand même les phénomènes, parce que aujourd'hui, dans l'analyse de certains éléments, les gens partent du fait de l'actualité, de la nouvelle. À partir de cette nouvelle-là, on analyse à partir de certains éléments pendant peut-être 5 ans, peut-être 2 ans, peut-être 3 mois. On ne descend pas plus loin, on n'a pas le temps. On s'arrête toujours
à la nouvelle comme telle. Vous nous dites non, il faut aller plus loin. Alors, comment expliquer ça à un Congolais aujourd'hui? Vous êtes Congolais comme moi, vous connaissez notre réalité, on aime boire. On aime picoler comme pas possible. Et vous, on peut le dire ouvertement, on aime picoler sérieusement. Il y a même des gens qui m'ont même dit, vous savez, rédiger un mémoire de maîtrise ou une thèse de doctorat au Congo, c'est très difficile. C'est pas parce que les gens ne sont pas intelligents, non, mais l'environnement, la musique, la boisson, on aime boire. On est distrait quelque part pour se concentrer sérieusement. Et certains disent même, c'est bon de venir en Occident, il fait froid, tu peux te concentrer plus et rédiger plus tranquillement sans tous ces éléments-là. Vous, est-ce que ça a été votre expérience? Ce que vous donnez comme caricature n'est pas mauvaise, n'est pas fausse, n'est pas... mais il y a un changement. Oui. Le Congolais a beaucoup changé. C'est plus le Congolais que vous avez connu. Vous ne le défendez pas gratuitement pour le défendre simplement? Oui, je pense qu'il y a longtemps que vous avez quitté. Oui, c'est vrai, ça fait très longtemps. Maintenant, on a l'impression même que les Congolais de la diaspora avec leurs enfants viennent donner impulsion carrément aux Congolais qui sont sur place. Ah bon? Parce que ça, vous l'avez senti? Et ça, je l'ai ressenti. Et je l'ai ressenti même aujourd'hui les enfants de la diaspora. Grâce aux réseaux sociaux, parce que nous ne l'avions pas. Et à l'époque, on se fiait automatiquement et aveuglement aux médias internationaux. C'est vrai. Aujourd'hui, avant que le média international puisse arriver à balancer leurs mensonges, nous, à l'instant même, on s'est déjà balancé la vérité sur la chaîne, sur les réseaux sociaux. Ce qui fait qu'il y a un changement réel. Les changements sont en train. Aujourd'hui, les Congolais commencent à s'intéresser avec Félix Antoine Tshisekedi. Ils commencent à découvrir la Constitution. Ils commencent à découvrir les enjeux internationaux. Les enjeux. Ils commencent à avoir une amélioration. Et dans les 5-10 ans à venir, on aura un autre type de Congolais qui va commencer positivement à défendre son pays. Dites-moi, qu'est-ce qu'on doit retenir dans votre ouvrage? Pourquoi toute personne qui voit cet ouvrage, qui s'intéresse aux phénomènes politiques, sociaux, économiques de ce pays, ce grand pays africain, devrait-il s'intéresser à consulter votre ouvrage? Et je m'adresse ici particulièrement à tous mes collègues des universités. Je vous dirais une chose. D'abord, celui qui a, comme je l'ai dit tout à l'heure, celui qui a les 4 volumes à la connaissance de la République démocratique du Congo. Je ne vous ai peut-être pas amené le volume 1, qui est à 550 pages, qui présente la République démocratique. Les genres des minéraux qui sont, vous les verrez même en photo, tout ça. Ça, la plupart même nos propres enfants ne connaissent pas. Ils savent que nous sommes riches, mais ils n'ont jamais touché les diamants, ni vu le coltan. Je vais vous dire une chose, c'est pas seulement nos enfants. Moi-même qui vous parle, je suis congolais. Et quand j'entends chaque fois qu'on me dit, on est riche, on est riche, on est riche, mais ça m'énerve. Parce que je regarde la réalité, les gens sont pauvres, bordel. Il n'y a que quelques personnes qui se sont, n'est-ce pas, accaparées ces richesses-là, et une petite classe tranquillement qui émerge, ce que je peux appeler une petite bourgeoisie comprador, n'est-ce pas, qui émerge tranquillement. Mais le reste, la preuve, la diaspora, on est les grands, comment dirais-je, on fabrique des immigrants. Pourquoi? Parce que ça va très très mal chez nous. Nous avons aussi, j'ai la grâce de rencontrer encore une deuxième fois le président de la République. J'ai déjà préparé un projet pour la diaspora, qui est une diaspora efficace, qui peut arriver à contribuer efficacement sur la petite et moyenne entreprise. Et j'ai un projet là-dessus. Et justement, pensez-vous le fait d'avoir rencontré le président, est-ce qu'il a compris, puisque lui-même aussi est un membre de la diaspora, disons quelque part, a-t-il saisi réellement de par votre message la force et la puissance de la diaspora? Il la connaît. Oui. Quand vous aurez l'occasion de le voir, parce que vous allez encore dire que je le vante, comme tout le monde dit. De toute façon, il faut le dire que je ne peux le vanter parce que nous venons tous de la même moule qui est son père biologique, qui est mon père idéologique. Donc, lui, je le considère comme mon grand frère parce que c'est son père idéologique qui lui a donné de la base. Moi, c'est à partir de mon père biologique qui m'a initié dans l'histoire de partie de la le révolte de la dictature pour instaurer un état de droit. Ça, c'était le leitmotiv de son père qui a souffert, dont la famille a souffert, comme j'ai toujours dit. Il n'y a aucune famille au Congo qu'on a fait souffrir pour instaurer un état de droit et la démocratie comme la famille Tshisekedi. Voilà, donc pour revenir à votre question, c'est-à-dire que quand vous parlez avec lui,
Bon, lui, il vous rira toujours. Ah, Ringaka, il est comme ça. Moi, il m'appelle, des fois, bon, c'est toujours mon frère, mais des fois, c'est ah, Luki Makambu, ah, tu peux là. C'est comme ça qu'il est le président. Il aime bien rire. Mais il faut faire attention. C'est un homme qui vous pose des questions comme si je comme ça, mais il sait ce que vous répondez et il reçoit. Et quand il aime bien parler, hein, le jour où il vous parlera, Henri, vous allez dire, mais cet homme, il est formidable. Je ne veux pas encore le dire, on va encore dire le dialogue comme vous le dites chez vous, mais c'est une évidence, il faut être avec le président de la République. Le violon, ouais, je comprends. Entre nous, Félix, c'est quand même notre frère. Et Bien sûr. je pense que tu le sais. Bien sûr. Mon frère, merci infiniment de nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup. Je n'allais pas vous dire qu'est-ce qu'on doit retenir de cette interview de façon substantielle. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette rencontre? D'abord, je remercie la chaîne. Ici Télévision. Ici. Je vous remercie infiniment. C'est ma première fois de venir au Canada et la première fois que les Congolais ont dit, comme vous faites pour la première fois le vernissage de vos 4 volumes, nous voulons que ce soit ici au Canada parce que nous voulons que le président arrive. Alors, ce qui fait qu'à mon arrivée, l'ambassadeur m'a appelé. J'étais d'abord parti le voir. Très émerveillé. Il sera aussi à ce vernissage. Donc, j'invite carrément tous ceux qui nous regardent, toutes les communautés, hein, que ce soit congolaises, que ce soit canadiennes, c'est parce que nous devons être ensemble. Venez écouter ce que j'ai à dire. Et si vous avez des questions à poser, je serai à même de pouvoir les répondre. Je serai ce samedi 31 août au musée, ça s'appelle Afro Musée, oui, de 13h à 17h pour faire le vernissage, comme m'a demandé mes compatriotes congolais. J'ai bien compris, rapidement, donc le président arrive là bientôt, c'est ça? Pardon? Donc le président arrive bientôt au Canada, c'est ça? Les Congolais ici, d'ailleurs l'ambassadeur ils me disent qu'il faut tout, toi qui es proche le du président arrive, oui ou non? Tu il veux pas arrivera. Homme politique. Il arrivera. Merci frérot. Merci encore une fois. Voilà, madame, messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.